be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Une dernière vidéo pour évoquer ici la fin de la guerre froide avec la chute du communisme et de l'URSS. Tout va s'accélérer finalement de manière assez incroyable à la fin de cette guerre froide, puisque en quelques années seulement, alors que le conflit dure depuis plus de 40 ans, eh bien en quelques années seulement, tout va s'effondrer. Alors ce n'est pas une victoire à proprement parler des États-Unis dans cette guerre froide, c'est plutôt une victoire par abandon de l'URSS, si l'on veut. On va voir comment l'énorme puissance soviétique, l'énorme puissance russe va-t-elle s'effondrer en quelques années seulement. En 1985, arrive au pouvoir en URSS Mikhaïl Gorbatchev. Alors Gorbatchev est à l'époque un relativement jeune chef de l'URSS, c'est un communiste, un produit clairement de l'école communiste, éduqué en tant que communiste et qui croit dans le communisme. Néanmoins, quand il arrive au pouvoir en 1985, Mikhaïl Gorbatchev se rend compte que l'URSS est fatiguée, usé par toutes ces années de guerre froide. Il va hériter d'un pays en difficulté financière, qui est enlisé totalement dans la guerre en Afghanistan, une population qui vit mal et qui ne parvient pas à se nourrir correctement et à avoir accès aux produits alimentaires de manière correcte, une consommation d'alcool au sein du pays particulièrement importante avec une espérance de vie qui est faible. Bref, il fait le constat en 1985 qu'il se pose un problème en URSS et donc il va essayer d'y trouver des solutions. Pourtant, comme le montre ce schéma, eh bien, il ne va pas réussir à résoudre la situation, à résoudre les problèmes. Nous allons détailler ça par la suite. En effet, comme nous pouvons lire ce schéma de gauche à droite, les affrontements indirects de la guerre froide ont essoufflé, ont fatigué l'URSS d'une certaine manière. La course aux armements, l'épuisement du pays, les échecs économiques, également le poids d'un pays qui vit depuis 1917 sans liberté et sans droit aux populations, et de manière générale un communisme qui ne fonctionne pas comme il aurait dû fonctionner. Le principe du communisme, c'est le bonheur du peuple, par une égalité des richesses et une répartition totale de la richesse. Ce n'est pas le cas après pourtant une très longue période de communisme en URSS et dans de nombreux pays d'Europe de l'Est. Cela va mener peu à peu à la fin de la guerre froide que nous allons expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, en 1985, Gorbatchev, comme je le disais, hérite d'une situation où l'URSS est enlisée, embourbée dans la guerre en Afghanistan. Cette guerre, que son successeur Léonid Brejnev a commencé en 1979, eh bien, est une guerre qui ne semble pas trouver de fin. En effet, même si l'armée rouge, l'armée soviétique, contrôle l'essentiel de l'Afghanistan, elle ne parvient pas à remporter une victoire complète et est en permanence harcelée par les moudjahidines, aidés et armés notamment par les Américains, qui contrôlent les montagnes et qui contrôlent les zones difficiles d'accès. L'URSS a déjà dépensé beaucoup d'argent dans cette guerre qu'elle ne réussit pas à remporter finalement. Cela contribue à user, à fatiguer le pays. Faisant ce constat que le communisme n'a pas réellement fonctionné en URSS, que la situation en tout cas le prouve, Gorbatchev va décider de changer de direction et va essayer en quelque sorte d'adapter le communisme afin que celui-ci fonctionne. Ainsi, comme le montre ce dessin de presse, eh bien nous avons Gorbatchev à gauche qui tend le bras dans une direction alors que ses prédécesseurs de droite à gauche, Staline, Lénine et Karl Marx, l'inventeur du communisme au XIXe siècle, eh bien, indique la direction opposée. Tout cela sous un drapeau de l'URSS en lambeaux qui se déchire. Gorbatchev va décider de changer les choses. Il se rend compte en quelque sorte que le communisme tel qu'il est pratiqué depuis longtemps va dans le mur et il décide d'essayer de sauver ce qui peut l'être en adaptant, en transformant le communisme. Ainsi, Gorbatchev lance en 1985 la politique de perestroïka, ce qui signifie en russe la restructuration, la reconstruction. Il s'agit donc de reconstruire le communisme, de lui donner un visage
plus humain, peut-être lui donner un visage en tout cas plus efficace au sein du monde de cette époque-là, afin de redonner en quelque sorte le sourire à la population de Russie. Cette politique de la perestroïka, si l'on reprend à nouveau ce dessin de presse, eh bien, va mener Gorbatchev à transformer le communisme. Et ses opposants, les communistes purs et durs, diront qu'il a trahi le communisme. Il va notamment, eh bien, donner plus de liberté aux populations. Il va même permettre, d'une certaine façon et de manière limitée, mais tout de même, aux habitants de Russie d'avoir des initiatives individuelles. C'est-à-dire dans un pays où tout est collectif, où le partage est total, où la vie est en communauté, eh bien il va laisser la possibilité en quelque sorte à des entrepreneurs de créer en quelque sorte leur entreprise, de faire preuve d'innovation, d'individualisme, ce qui paraît à l'époque totalement incroyable. Économiquement, les choses vont aller vers finalement un peu plus de capitalisme dans le communisme. Cet autre dessin de presse, voilà, est une image assez marquante de Gorbatchev qui semble être sur le point d'exécuter Karl Marx, qui lui dit « fils indigne ». Karl Marx, inventeur du communisme au XIXe siècle, et qui ici eh bien, semble être sur le point de se faire abattre par Gorbatchev. Gorbatchev va ainsi décider d'une certaine façon d'enterrer la hache de guerre avec les États-Unis. Il ne s'agit pas de mettre fin à la guerre froide, mais en tout cas de faire que la situation s'améliore, que les relations se simplifient et se régularisent en quelque sorte entre l'URSS et les États-Unis. Ainsi, va-t-il y avoir une succession de traités entre Gorbatchev et Ronald Reagan, le président américain, visant notamment à arrêter la course aux armements, arrêter la surenchère dans la recherche scientifique sur les armements et dans le nucléaire, afin de stabiliser la situation et d'aller vers des relations entre États-Unis et URSS qui soient des relations normales et non plus des relations de guerre. De même, Gorbatchev, comme le montre ici cette une du journal français Libération, va-t-il aussi vider d'une certaine manière les goulags? Les camps de travail, les prisons pour les opposants politiques, eh bien, vont se vider peu à peu. En effet, il va y avoir davantage de démocratie qui vont être intégrés au communisme, avec des opposants politiques, comme ici Sakharov, qui vont être libérés des prisons et des camps pour opposants politiques et qui vont pouvoir vivre et s'exprimer davantage que par le passé. On rappelle que sous Staline, puis sous Khrouchtchev, sous Brejnev, s'opposer au parti communiste, s'opposer au gouvernement soviétique, c'est risquer l'arrestation par le KGB et la déportation dans un camp de prisonniers. Ici, Gorbatchev va rajouter de la liberté afin en quelque sorte eh bien, de redonner à nouveau le sourire à la population soviétique. Malheureusement pour lui, il est déjà un peu trop tard, et de plus, Gorbatchev va en plus faire face à des oppositions au sein de son propre camp. Chez les communistes, nombreux sont ceux qui accusent Gorbatchev de trahir le communisme, de trahir Lénine, de trahir Marx, de trahir les idées du communisme, et il va devoir faire face à des oppositions importantes dans son propre camp. Des événements totalement imprévus et imprévisibles vont venir affaiblir encore l'URSS. L'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl en 1986 est ainsi l'exemple d'une catastrophe qui va venir affaiblir le prestige soviétique également et affaiblir le pays de manière générale. En effet, fin avril 1986, lors d'un test malmené, le réacteur nucléaire de la centrale de Tchernobyl explose, libérant un nuage radioactif et des quantités phénoménales de matériel radioactif dans l'atmosphère. Tout d'abord totalement étouffé, on ne parle pas de ce qui s'est passé à Tchernobyl en URSS, et l'URSS ne communique pas par rapport à ce qu'il se passe. Il va falloir des jours et des jours avant que des tests dans l'atmosphère en Scandinavie puis en Europe de l'Ouest montrent qu'il y a des particules radioactives particulièrement dangereuses dans l'atmosphère, donc ce qui signifie qu'il s'est passé quelque chose à l'Est. On ne parle pas, on cherche à étouffer la situation et à réguler la situation. En effet, depuis l'explosion, les forces de l'ordre soviétiques, les pompiers, les experts se relayent à proximité de la centrale afin d'éteindre ce réacteur qui s'est emballé, qui a explosé et qui semble ne plus vouloir se calmer. On est passé
à très très proche d'une situation bien plus grave encore, fin avril 1986 et durant tout le mois de mai, avec littéralement une situation qui aurait pu tourner à l'apocalypse nucléaire en Europe de l'Ouest, avec un continent européen qui aurait pu être rendu totalement invivable pour des siècles et des siècles. Ainsi, un nuage nucléaire contaminant et particulièrement dangereux en termes de radiation va-t-il survoler une grande partie de l'Europe au gré des vents et va polluer de ces particules radioactives de très grands territoires. Nous apprendrons par la suite que les taux et les pourcentages de cancer de la thyroïde, de cancer du sang, de leucémie, etc. vont exploser dans certaines zones d'Europe et aujourd'hui encore, dans certains parcs naturels, par exemple des Alpes comme le Mercantour, on trouve encore des traces de particules radioactives de l'explosion de Tchernobyl en 1986. Néanmoins, les forces soviétiques vont réussir à réguler, à juguler le réacteur nucléaire et cette explosion afin de la circonscrire à un espace plus réduit. Néanmoins, cela va se faire au prix de la vie de milliers de personnes en URSS qui vont agir afin de sauver la situation. Et cela va totalement condamner la région entourant la ville de Tchernobyl et notamment la ville à proximité qui s'appelle Pripyat et qui est devenue aujourd'hui une ville fantôme que visitent les touristes. Alors au sujet de la catastrophe de Tchernobyl, je ne peux que vous conseiller l'admirable et extraordinaire mini-série Tchernobyl sortie en 2019 qui vraiment retrace de façon très très réaliste à la fois la catastrophe du réacteur de Tchernobyl, également les conséquences sur la santé, sur les populations soviétiques, sur la vie de ces personnes qui vont venir essayer de décontaminer, d'arrêter, de faire cesser cette catastrophe nucléaire. C'est véritablement très très bien fait, ça se regarde très vite, le nombre d'épisodes est très réduit et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Pour terminer sur le thème de Tchernobyl, sachez qu'il a fallu tout récemment renouveler le sarcophage, ce qu'on appelle le sarcophage, c'est-à-dire la protection qui entoure le réacteur qui a explosé. En effet, le matériel radioactif et nucléaire continue à être vivant en quelque sorte sous les tonnes et les tonnes de matériaux qui ont été placés au-dessus pour le rendre moins dangereux. Le sarcophage tout récent qui a été fait, va permettre de protéger l'Europe des émanations radioactives pendant à peu près 100 ans, a été placé il y a quelques années. Il fait 110 mètres de hauteur, 250 mètres de portée. C'est une construction gigantesque qui dévoile un peu plus également aujourd'hui, de manière humaine et dans la réflexion, le danger que peut représenter une centrale nucléaire quand évidemment les choses ne se passent pas comme cela était prévu. Alors si nous revenons à Gorbatchev et à ses difficultés, d'autres difficultés vont apparaître à partir de 1988-1989. Ce sont les contestations du communisme dans de nombreux pays communistes d'Europe de l'Est, notamment des révoltes, grèves, manifestations qui ont lieu en Pologne sous l'action d'un groupement de contestation du communisme qui s'appelle Solidarność et qui est dirigé par cet homme moustachu que vous voyez au centre de l'image qui s'appelle Lech Walesa. Cette contestation va grandir au fur et à mesure et profiter d'une certaine façon des nouvelles libertés d'expression qui ont été accordées par Gorbatchev dans la perestroïka pour grandir et pour devenir de plus en plus importantes. Ces contestations vont ainsi trouver leur réalisation et leur apogée en 1989, en été-automne de cette année 1989. Ainsi, cette deuxième partie de l'année 1989 va-t-elle être marquée par ce que l'on va appeler les révolutions de velours dans de nombreux pays d'Europe de l'Est, comme ici, tout en haut avec la Pologne de Lech Walesa, la Tchécoslovaquie de Václav Havel, où des révoltes, des manifestations pacifistes d'ouvriers, de populations, vont donner lieu à la fin du communisme dans ces pays. En effet, Gorbatchev va-t-il laisser
se dérouler ces manifestations. Il ne va pas faire intervenir, comme l'auraient fait ses prédécesseurs, les chars, les envoyant contre la foule pour écraser les révoltes ou les émeutes, comme ça a été le cas en 1953 à Berlin, en 1956 à Budapest ou en 1968 à Prague, où à chaque fois les révoltes ont été écrasées de manière extrêmement brutale. Gorbatchev fait le choix de laisser faire et de laisser ces pays qui ont vécu si longtemps dans le communisme, eh bien faire leur transformation et basculer dans des démocraties qu'ils sont encore aujourd'hui. Et cette évolution va ainsi se poursuivre en RDA, en Allemagne de l'Est et à Berlin, dont nous avons déjà parlé avec la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. De la même manière, Gorbatchev et les dirigeants communistes vont choisir de ne pas intervenir, de laisser en quelque sorte les populations reprendre le contrôle, reprendre également finalement la main sur leur avenir, sur leur destinée, ce qui va entraîner peu à peu l'effritement du communisme et surtout va donner des idées à de très nombreuses régions, de très nombreux pays qui vivent depuis 1945, souvent sous la domination communiste. Ce dessin du dessinateur Plantu représente assez bien le monde après la chute du mur de Berlin, où nous voyons un soviétique, un russe et un américain qui finalement se disent « je crois qu'on dérange » au milieu de populations heureuses de se retrouver et retrouvant d'une certaine façon le bonheur après des années de privation de liberté et de division. Dans cet autre dessin de Plantu réalisé en 2009 à l'occasion des 20 ans de la chute du mur de Berlin, en quelque sorte, la chute du mur de Berlin fut la destruction d'un mur pour la première pierre d'une autre construction, qui est l'Union européenne. Une union qu'il faut rappeler, quelles que soient les critiques que l'on puisse formuler contre elle, qui a garanti la paix sur notre continent et qui assure à notre continent une existence paisible et une coopération et non plus un affrontement comme ce fut le cas auparavant. Alors d'autres révolutions se firent de manière moins pacifiste, comme ce fut le cas en Roumanie, où le passage du communisme à un autre système se fit de manière un peu plus brutale, avec notamment l'exécution de Nicolae Ceausescu, qui était le dictateur communiste à la tête de la Roumanie depuis de très nombreuses années, exécution de sa femme également, tout cela filmé le jour du 25 décembre 1989. Quant à Gorbatchev en URSS, il fut de plus en plus contesté par ceux qui lui reprochèrent d'avoir trahi le communisme, d'avoir surtout trahi la Russie de façon générale en contribuant à une diminution de la puissance russe. Ainsi, aujourd'hui encore en Russie, Gorbatchev est-il un personnage qui a très peu de popularité et qui est même détesté. Très nombreux sont les Russes qui lui reprochent d'avoir en quelque sorte vendu la Russie, d'avoir sacrifié la Russie et fait perdre de cette puissance, de cette influence qu'avait la Russie à travers le monde. Ici, sur cette photographie, on voit Mikhail Gorbatchev de plus en plus contesté par cet homme sur la droite, Boris Eltsine, qui finira par faire un coup d'État contre Gorbatchev et à prendre le pouvoir en 1991. D'autre part, les révolutions qui ont eu lieu en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Allemagne avec la chute du mur de Berlin vont rendre pour Gorbatchev la situation encore plus compliquée, ne réussissant plus à tenir les États qui étaient pourtant les plus proches de la Russie depuis bien longtemps, comme ici Gorbatchev ayant du mal à tenir les pays baltes, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, qui eux aussi vont devenir indépendants et se désolidariser de l'URSS. Ainsi, ce dessin de presse est-il particulièrement intéressant et illustratif de la situation. Gorbatchev, devant cette faucille et ce marteau, qui se disloque totalement, se divise en de nombreuses parties qui vont être les nouvelles républiques qui vont devenir indépendantes de l'URSS. L'URSS est ainsi au fur et à mesure en train de se détruire, de s'autodétruire d'une certaine manière. Gorbatchev, qui a voulu transformer son pays, essayer d'y mettre une dose de démocratie, de capitalisme pour essayer d'améliorer la situation, va se rendre compte que toute restructuration, toute reconstruction est impossible et que les choses doivent se dérouler selon, on va dire, dans le sens de l'histoire, avec la disparition progressive de l'URSS.
Cet autre dessin de presse reprend la même idée avec l'éclatement de l'URSS, mais reprenant le principe des poupées russes. Voilà cette URSS qui laisse sortir peu à peu toutes les régions qui vont devenir indépendantes, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie, Estonie, Lettonie, et la Russie qui va émerger de tout cela, puisque l'URSS va définitivement disparaître à Noël de l'année 1991 et va redevenir la Russie, signifiant par là la fin du communisme soviétique qui existait depuis 1917 et la révolution de Lénine, et la renaissance d'une nouvelle Russie à partir de là. Alors, il est à noter tout de même que Gorbatchev obtint en 1990 le prix Nobel de la paix, pour récompenser en quelque sorte la sagesse dont il fit preuve en ne s'opposant pas militairement, en ne s'opposant pas par la force aux révoltes, aux manifestations indépendantistes dans toutes les régions de l'URSS qui voulaient devenir indépendantes. Il a en quelque sorte évité un bain de sang général et pour cela, il fut récompensé du prix Nobel de la paix. Voici donc à quoi ressemble la Russie en 1991. L'URSS a disparu et la Russie a perdu de très nombreux territoires avec un nombre important de régions qui ont obtenu leur indépendance, ont obtenu leur autonomie, se sont détachées de la Russie et de l'URSS. Des pays qui depuis se sont rattachés vers l'Europe comme la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, d'autres pays comme la Biélorussie et l'Ukraine qui aujourd'hui encore continuent à être entre finalement l'Europe et la Russie, et puis ce qu'on appelle les républiques d'Asie centrale, le Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, etc., qui obtiennent leur indépendance à ce moment-là. Eh bien, quant à Mikhaïl Gorbatchev, il est finalement renversé par un coup d'État, en tout cas en 1991. La fin du communisme est proclamée, la fin de l'URSS également, le retour de la Russie et la prise du pouvoir de cet homme à droite, Boris Eltsine, qui va assurer, on va dire, la transition, le passage de l'URSS à la Russie de manière très contestable, mais c'est une autre histoire. En tout cas, Mikhaïl Gorbatchev fut le dernier chef de l'URSS, un chef qui, avec une certaine sagesse peut-être, eut la lucidité de faire le constat d'une forme d'échec du communisme et surtout qu'il laissa l'histoire suivre son cours et les différents territoires à obtenir leur indépendance au fur et à mesure. Aujourd'hui, Gorbatchev est toujours vivant. Il s'est présenté à plusieurs reprises ensuite à des élections en Russie dans lesquelles il n'a pas obtenu de grands résultats, n'étant pas apprécié du tout en Russie. Malheureusement pour la Russie, le pays n'aura pas réellement connu la démocratie puisque Boris Eltsine s'empare du pouvoir en 1991. La Russie va basculer dans une décennie de très grandes difficultés, d'abord de perte de puissance au niveau international, de perte de puissance économique, le développement d'une mafia terrible et d'une corruption généralisée en Russie, ce qui permettra malheureusement en 2000 à Vladimir Poutine de s'emparer du pouvoir qu'il détient toujours aujourd'hui en 2020 en Russie, une Russie qui est redevenue une dictature aujourd'hui. La guerre froide se termine donc en 1989 et définitivement en 1991 avec, d'une certaine manière, la victoire des États-Unis. Les États-Unis deviennent alors la seule superpuissance dominant littéralement le monde. Beaucoup de personnes pensent en 1991 que c'est la fin des guerres, que le cycle de guerre qui avait commencé en 1914 se termine avec cette fin de la guerre froide et que le monde va être maintenant plus pacifié, plus stable, plus calme. Malheureusement, comme le montre ce dessin de presse, ça sera le début d'une dislocation du monde, d'un monde de plus en plus instable, d'un monde de moins en moins contrôlé, avec une multitude de différents pôles dominants à travers le monde. Donc la stabilisation du monde n'existera pas malgré la fin de cette guerre froide. C'est un monde nouveau qui apparaîtra, dont nous parlerons dans les derniers chapitres de l'année. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour la suite de l'histoire.